Allez, c'est parti pour un nouveau décryptage. Aujourd'hui, on fait un bond dans le temps et on embarque pour un voyage absolument fascinant. L'objectif, comprendre comment l'Europe a réussi à s'extraire des dogmes ultra-rigides du Moyen-Âge pour entrer dans la lumière éclatante du XVIe siècle. C'est littéralement une époque charnière, un moment où tout ce qu'on pensait savoir sur le monde, sur l'univers et même sur l'au-delà, tout a été complètement bouleversé. Alors on se prépare à explorer ce grand réveil spectaculaire qui a tout simplement posé les fondations de notre modernité. Alors, voici notre feuille de route pour cette exploration. On commence par la science et la Renaissance, ensuite on enchaîne sur le mouvement humaniste, puis on décortiquera la réforme protestante pour terminer sur les fameuses guerres de religion. Un programme bien chargé. Première grande étape, science et Renaissance. En gros, comment l'Europe a décidé de laisser le Moyen-Âge dans le rétroviseur. Il faut vraiment se mettre dans la tête des gens de l'époque pour comprendre le choc frontal. Pendant des siècles, la certitude absolue, le dogme intouchable de la pensée médiévale, c'était que la Terre trônait fièrement, tout pile au centre de l'univers. Et là, boum. En 1542, un certain Copernic débarque et prouve que, eh bien non, en fait c'est le Soleil qui est au centre. L'univers entier est littéralement mis à l'envers. Et c'est vraiment le déclencheur d'une soif de découverte qui va se propager comme une traînée de poudre, que ce soit en physique ou en médecine. On brise les chaînes du passé. Et toute cette effervescence, ce bouillonnement intellectuel, c'est ça qu'on appelle la Renaissance. L'idée, c'était d'effacer ce Moyen-Âge, qu'on percevait alors comme une période plutôt sombre, pour retrouver la lumière et s'inspirer de l'Antiquité. La peinture, la sculpture, tout explose. Et l'exemple parfait, la véritable superstar de cette maîtrise nouvelle, c'est évidemment la célèbre Joconde du génie Léonard da Vinci. À ce moment-là, l'art et la science, ils avancent vraiment main dans la main. Ce qui nous amène à notre deuxième point, le mouvement humaniste, ou comment on a mis un coup de projecteur inédit sur le potentiel humain. Parce que oui, toutes ces avancées scientifiques et artistiques ne sortent pas de nulle part. Elles sont propulsées par un tout nouveau cœur philosophique. Pendant tout le Moyen-Âge, le but ultime dans la vie, c'était la soumission totale et stricte à Dieu. Mais avec l'humanisme, on opère un changement de cap radical. On remet l'être humain, l'homme avec un grand H, au centre du jeu. On commence à se dire que l'humain est capable de progresser, de s'améliorer par lui-même. Et comment ? Eh bien en étudiant les sciences, les arts, les langues, c'est la naissance d'une immense confiance en l'action individuelle. Allez, on passe à la troisième partie, la réforme protestante. Le moment fatidique où l'Église va se retrouver frontalement défiée. Forcément, avec cette nouvelle façon de penser l'individu, on en vient inévitablement à remettre en question l'autorité suprême de l'époque. Il y a une question centrale qui se pose. Comment on faisait pour atteindre le paradis au XVIe siècle ? C'est là qu'il faut s'accrocher. À l'époque, on pouvait littéralement acheter le pardon divin avec des espèces sonnantes et trébuchantes. C'était une approche purement transactionnelle du salut. On payait et nos péchés étaient effacés. Assez fou quand on y pense aujourd'hui, non ? Face à ce système quasi commercial, un homme va se lever. En 1517, Martin Luther sort du silence et formule une critique virulente de l'Église catholique, ciblant tout particulièrement cette idée scandaleuse de monnayer son ticket pour le paradis. Sa rébellion est tellement profonde qu'elle déclenche la création d'une toute nouvelle branche religieuse, le protestantisme. D'ailleurs, petite précision super importante ici, malgré leurs désaccords profonds, les catholiques, les protestants et les orthodoxes, à la base, ce sont tous des branches du christianisme. On referme la parenthèse. Mais du coup, sur quoi la rupture se fait-elle ? Eh bien, c'est total sur cette fameuse question du paradis. D'un côté, on a la nouvelle approche protestante qui dit que l'accès au salut s'obtient uniquement par la foi, le simple fait de croire sincèrement en Dieu. Et de l'autre, on a l'approche catholique qui maintient que, oui, la foi c'est bien, mais qu'elle doit impérativement être accompagnée de bonnes actions sur terre pour espérer gagner sa place au ciel. Et cette différence idéologique, elle vient même bouleverser le quotidien du clergé. La ligne de séparation est claire et nette. Les pasteurs protestants, ceux qui guident la communauté, ont tout à fait le droit de se marier et de fonder une famille. En face, l'Église catholique impose un célibat très strict à ses prêtres qui n'ont absolument pas le droit de prendre femme. Au-delà du mariage des prêtres, les pratiques elles-mêmes n'ont plus grand-chose à voir. La doctrine protestante se concentre uniquement sur les prières adressées à Jésus. C'est tout. Tandis que la pratique catholique, elle, inclut aussi les prières vers la Vierge Marie et les différents saints. Et très vite, ce grand schisme religieux va carrément redessiner la carte de l'Europe. En gros, le protestantisme s'implante massivement au nord, en Allemagne, en Angleterre, en Suisse. Face à ça, on a un catholicisme qui reste puissamment ancré au sud, en France, en Espagne ou encore en Italie. Ce qui nous amène inévitablement à notre quatrième et dernière partie, les guerres de religion, le passage de la théorie au conflit sanglant. Parce qu'évidemment, une division idéologique et géographique d'une telle ampleur, ça ne pouvait malheureusement pas rester sagement dans les livres de théologie. L'escalade tout au long du XVIe siècle, elle donne vraiment froid dans le dos.
On part des critiques de Luther en 1517, on passe par les bouleversements scientifiques avec Copernic en 1542, et la tension monte, jusqu'à atteindre un point de non-retour tragique. En 1572, c'est le massacre de la Saint-Barthélemy en France. De très nombreux protestants sont brutalement traqués et assassinés par des catholiques. Cette Europe de la connaissance et de la Renaissance vient soudainement de plonger dans le sang et les larmes. Heureusement, après des décennies de carnage, cette spirale infernale finit par trouver une issue politique. En 1598, on assiste à la promulgation d'une loi véritablement historique, l'édit de Nantes. C'est un document fondamental parce qu'il vient ramener la paix et la tolérance. Comment ? Tout simplement en autorisant officiellement la pratique des deux religions. Après tant de déchirements meurtriers, l'idée qu'un État pouvait tolérer deux façons complètement différentes d'adorer Dieu prenait enfin forme. À l'époque, c'est une véritable révolution politique. Alors au final, que reste-t-il de cette époque de grands chamboulements aux aujourd'hui ? Que ce soit la quête incessante de la vérité scientifique, libérée des vieux dogmes, cette croyance profondément humaniste en notre propre capacité à bâtir un monde meilleur, ou encore la nécessité, toujours si fragile, de maintenir une véritable tolérance religieuse, tous ces échos de la Renaissance et de la Réforme continuent, d'une manière ou d'une autre, de façonner les fondations de notre société moderne. C'est une réflexion assez vertigineuse à garder dans un coin de sa tête quand on observe les grands débats qui agitent notre propre siècle.